Et si je vous disais qu'il existe dans l'univers une catégorie de planètes purement infernales, des mondes aux dimensions pharaoniques, qui font partie des endroits les plus extrêmes en termes de planètes, où règne un air brûlant à parfois des milliers de degrés, qui ne devraient peut-être même pas exister et qui ont pourtant énormément à nous apprendre. Si vous cherchez un four pour cuire votre tarte à la banane, ne cherchez plus et laissez-moi vous présenter les Jupiter chauds, ou Jupiter chaudes, planètes qui font probablement partie des plus éloignées de l'idée que vous vous en faites. Mais avant d'en parler, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. D'autre part, si vous envisagez l'achat de matériel astro, peluches en forme de terre, fragments de météorites ou autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien dans la description, afin de soutenir gratuitement la chaîne. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle histoire d'exoplanète. Le 6 octobre 1995, l'annonce de la découverte d'une exoplanète est faite. Et ce n'est pas n'importe quelle exoplanète. Il s'agit de 51 Pégasi b, qu'on appelle aussi Dimidium, et qui est un nom bien plus joli quand même. Bon alors, dit comme ça ne donne pas envie de sauter de joie, je vous l'accorde, mais vous allez comprendre pourquoi cette découverte est très importante. Située à environ 51 années-lumière de la Terre, Dimidium a été découverte avec la méthode dite des vitesses radiales. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder, ce n'est pas le sujet central de l'épisode, je vous renvoie plutôt pour ça vers l'épisode sur les méthodes de détection, mais concrètement, ça consiste à détecter et mesurer le décalage de la lumière provoqué par de fines oscillations de l'étoile, qui sont dues à la force de gravité de la planète. Voilà, la parenthèse est finie. Car Dimidium est aussi la première exoplanète découverte autour d'une étoile encore entre guillemets en vie, et comparable à la nôtre. En effet, les premières détections d'exoplanètes ont surtout été faites autour de pulsars, des cœurs d'étoiles restant après une supernova et tournant très vite sur eux-mêmes, et d'autres cas extrêmes du genre. Et attention, les découvertes précédant Dimidium sont très intéressantes, je ne dis pas le contraire, mais, comme je le disais, ce sont des planètes très exotiques, des mondes extrêmes autour desquels il ne faut pas espérer trouver la vie, et qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît. Ainsi, Dimidium fut la découverte qui ouvrit la voie à l'observation de planètes classiques autour d'étoiles actives comme notre Soleil, bien que l'étoile autour de laquelle elle tourne soit un peu plus massive. Et puis par la suite, les plus de 5000 exoplanètes connues aujourd'hui. Et si rien que ça c'est déjà une belle petite anecdote, Dimidium a aussi une autre particularité qui la rend très intéressante. C'est une Jupiter chaude. Tapez Jupiter chaude au 3615 pour rencontrer les planètes les plus chaudes de votre région. D'ailleurs, Dimidium, nom qui signifie moitié en latin, vient du fait que sa masse est d'approximativement la moitié de Jupiter. Ah oui, non, là pour le nom, ça a été hyper créatif, je vous le dis. En bref, vous le voyez venir, les Jupiter chaudes sont des planètes comparables à Jupiter, mais plus chaudes. Voilà, c'est tout pour cet épisode, abonnez-vous. Ah oui, non mais attendez, c'est pas fini en fait. En général, quand on parle de Jupiter chaud, on parle de planètes dont la température dépasse les 730 degrés Celsius et on va parler de Jupiter ultra chaud lorsqu'elle atteint les environs de 1900 degrés. À titre de comparaison, Jupiter a une température moyenne tournant autour des moins 110. Ah bah c'est pas pour rien que je vous dis que ces planètes sont chaudes. Mais les Jupiter chaudes sont aussi des planètes intéressantes à bien d'autres égards. Déjà, et c'est tout bête, mais les Jupiter chaudes ne devraient en théorie pas exister, et encore moins être courantes. Nos modèles de formation actuels montrent en effet qu'une telle accrétion de masse si près de l'étoile haute s'avère particulièrement compliquée et bien que certaines explications existent pour comprendre leur existence, la théorie privilégie est celle de la migration des planètes. En fait, les Jupiter chaudes se seraient formées plus loin dans leur système avant de migrer et de se rapprocher progressivement de leur étoile. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les Jupiter chaudes ont tendance à être des planètes relativement isolées, sans compagnons proches. Entre leur influence gravitationnelle importante et celle de leur étoile, il est en effet très improbable, à seulement 3 exceptions près actuellement connues, qu'une planète puisse survivre sur une orbite stable sur le long terme dans ce contexte. Et du côté des lunes, c'est un peu le même combat. Soit elles finissent désagrégées par les forces de marée de la planète, soit expulsées du système et vont vagabonder ailleurs, autour de leur étoile ou dans l'espace interstellaire. Bon après bien sûr, là aussi, il existe des exceptions.
WASP-12b, une Jupiter chaude d'une fois et demie Jupiter, est par exemple soupçonnée de disposer d'une lune relativement massive, allant de ce côté totalement à l'encontre de nos simulations. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui rend les Jupiters chaudes très intéressantes. Elles présentent des conditions assez extrêmes et permettent ainsi de pousser nos modèles à leurs limites et donc de les valider, de les invalider ou de mieux les peaufiner. Surtout que c'est tout bête, mais les Jupiters chaudes sont plutôt championnes des bizarreries en tout genre. Et croyez-moi, je ne minimise pas. Près de la moitié des Jupiters chauds connus ont une orbite qui n'est pas alignée avec l'axe de rotation du système dont elles font partie. Et là, je vais devoir ouvrir une toute petite parenthèse. Lorsqu'un système se forme, le gaz et les poussières qui s'effondrent sous leur propre poids commencent à tourner autour de leur étoile. Assez rapidement, le jeune système prend alors la forme d'un disque et, grosso modo, tout tourne sur le même plan. Bon, alors c'est très rapidement résumé et je sais que beaucoup d'astronomes vont grincer des dents, mais c'est juste l'essentiel à en retenir pour comprendre le problème. Ainsi, assez logiquement, alors que les poussières forment des cailloux qui forment des astéroïdes qui forment à leur tour des planètes, et que les planètes commencent parfois à créer beaucoup de gaz devenant des géantes gazeuses, cette forme de disque est conservée et les planètes finissent sur des orbites relativement peu inclinées. C'est par exemple ce que l'on constate assez bien dans le système solaire, même si les corps plus éloignés et plus petits comme Pluton ont tendance à moins respecter cette règle, ce qui est logique, mais bref, et dans les autres systèmes que l'on observe. Sauf que la moitié des Jupiters chaudes semblent cracher allègrement sur les lois de la physique, certaines allant même jusqu'à tourner dans le sens inverse de leur système. Et si vous ne voyez pas exactement de quoi je parle, dites-vous juste que ça provoque un étonnement comparable au cuistot qui enfourne une tarte à la banane et ressort une pizza au scampi. C'est intéressant et il y a probablement quelque chose à en apprendre, mais c'est aussi anormal de la façon la plus étrange possible. Ainsi, une théorie expliquant le phénomène, et celle qui respecte le plus nos connaissances actuelles des jeunes étoiles et de leurs planètes, est que lors de leurs jeunes âges, les étoiles pourraient subir des retournements de leur sens de rotation sur elles-mêmes. Et vu que c'est ce sens de rotation qu'on utilise pour en déduire le fait que les Jupiters chaudes ne tournent pas dans le bon sens, ce ne serait pas les Jupiters chaudes le problème, mais leur étoile. Sauf que, sur 6 planètes rétrogrades connues, bon, ces chiffres remontent à plusieurs années, mais bref, eh bien, 6 sont des Jupiters chaudes. Et plus étrange, la majorité des Jupiters chaudes ayant une orbite anormale semblent elles aussi autour d'étoiles relativement chaudes, et ça fait émerger une théorie. Les étoiles plus froides auraient une tendance à être plus efficaces pour, par effet de marée, réduire l'obliquité de ces orbites anormales, les alignant lentement au fil du temps. Mais disons-le clairement, si on a quelques pistes pour expliquer ces phénomènes, entre ça et les nombreux phénomènes chimiques qui se produisent dans leurs atmosphères atypiques, les Jupiters chauds sont une classe de planètes complètement à part et qui sont bien plus que de simples planètes exotiques. Les Jupiters chauds ou Jupiters chaudes, c'est pareil, ont énormément à nous apprendre sur la genèse des systèmes planétaires, leur évolution, l'évolution des étoiles, les mécanismes qui les font interagir avec les planètes, et encore bien d'autres. Et je ne vous ai même pas parlé des cas où les atmosphères sont littéralement soufflées et qu'il ne reste plus que le cœur métallique des géantes gazeuses, car ça, ce sera pour une autre fois. En bref, si ces mondes sont tout sauf les candidats idéaux pour la recherche de la vie, souvent mis en avant dans les médias au détriment d'autres types de mondes, les leçons à en tirer sont colossales. Et comme les planètes les plus lourdes jouent un rôle majeur dans la disposition de leur système, et auraient même aidé à l'arrivée de l'eau sur Terre dans le cas du nôtre, eh bien, les géantes gazeuses, chaudes ou froides, ont énormément à nous apprendre. En attendant maintenant la suite, mais ça, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.